Alors, bienvenue dans cette 5e séance du TD de croissance. Alors, il y aura deux parties. Au début, on va terminer l'équilibre décentralisé, donc de l'exercice 2 du TD2. Et dans la seconde partie de la vidéo, je corrige hyper rapidement le CC, les questions du CC. Voilà. Alors, au niveau du présentiel, enfin du TD de la semaine prochaine, donc je vais pas refaire tout le CC. Je vais juste vous demander s'il y a une question ou deux qui vous a posé problème. Enfin, vous n'êtes pas d'accord avec la correction, je sais pas. Chose que vous comprenez pas. On passera un peu de temps sur ça, mais je vais surtout faire la fin de l'équilibre décentralisé. Voilà. Bah, du coup, bon visionnage. Alors, si je reprends ce que l'on a fait dans cet exercice 2 du TD2, on a donc commencé à résoudre eh bien, nos problèmes d'optimisation pour arriver à l'équilibre décentralisé. Donc, dans cet équilibre décentralisé, l'idée, donc, c'est que oui, c'est décentralisé, chacun fait sa tambouille. Donc, les consommateurs maximisent leur utilité intertemporelle, les entreprises font de même, et suite à cela, on aboutit eh bien, à un équilibre qui sera donc l'équilibre de l'économie. Alors, on a fait tout ce qui était relatif aux consommateurs, puisqu'on a déterminé leur comportement avec l'équation d'Euler, qui était, donc je vous rappelle, cette équation ici, C point sur CT, égale donc sigma fois donc RT moins ρ. On vous rappelle que sigma, c'est le paramètre d'élasticité de substitution intertemporelle de la consommation. Rho, c'est le paramètre de préférence pour le présent. Donc vous voyez que ces deux paramètres qui sont liés au comportement du ménage eh bien, affectent la dynamique transitoire de la variable de commande du consommateur, la consommation. Vous noterez aussi que l'on a RT, qui est donc le taux d'intérêt de l'économie, et puisqu'on est en CPP, concurrence plurielle parfaite, ce RT va être égal à la productivité marginale du capital. Donc on a toujours du PMK qui va contraindre au bout d'un moment la croissance de la consommation pour arriver à cet état stationnaire stable. Donc ça c'est les questions voilà, 1 à 4. Bon. La question 5, donc c'est le second versant, puisque l'on s'occupe cette fois des entreprises qui maximisent leurs profits. Et suite à cela, on va déterminer l'équilibre concurrentiel. Donc ici, on a une firme représentative, donc une firme qui est en gros la firme moyenne de l'économie. Voilà. Comme l'on a le ménage représentatif, alors cette firme représentative, elle a un problème d'optimisation qui est le suivant. Donc, elle maximise eh bien, son profit. D'accord? Ça, c'est du classique. Faites ça depuis la L1. Le profit, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement, eh bien, alors, AKT la puissance alpha. Donc, AKT, c'est la production. Donc, le revenu sous forme intensive. Hein, d'accord? Donc, la technologie de production qui est donnée dans l'énoncé. Donc, ça, c'est ce qu'elle produit. On va dire qu'elle vend, si vous voulez, à un prix unitaire de 1. On normalise le prix à 1. Donc ça, ce que je viens de... Donc ceci là, ça en gros c'est, si on veut, c'est recette. Donc la production, YT, vendue au prix unitaire de 1. Donc ça c'est les recettes. Maintenant au niveau des coûts, eh bien il y a quoi? Il y a d'abord, alors ici le domaine de capital, donc la rémunération du capital, ainsi que les dépenses liées à sa dépréciation, fois le stock de capital. Effectivement aussi, eh bien, il y a les salaires. Les salaires, on va normaliser la demande de travail de l'entreprise à une unité. Donc ça, c'est eh bien, donc le profit. Alors cette fois, pour l'entreprise, eh bien, la variable de commande, ça va être le capital. D'accord? Donc c'est le capital. Donc vous allez voir pourquoi. Et donc il y a une contrainte ici budgétaire. Alors cette fois budgétaire. De production, si l'on veut plutôt, où l'on a effectivement la production qui est égale eh bien, à ceci. Donc vous voyez que le facteur de production, c'est le capital par tête. D'accord?
Voilà. Donc ici, l'entreprise, eh bien simplement, elle va chercher à optimiser sa quantité utilisée de capital, donc le KT. Donc ce que l'on aura en fait, donc on va simplement dériver, maximiser le profit en fonction de la quantité de capital utilisée. D'accord? On a ceci. Donc là c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas, si vous voulez, donc d'utilité intertemporelle, etc. C'est beaucoup plus simple ici. Donc on dérive le profit par rapport au capital égale 0. Donc on aura effectivement ce alpha A KT alpha moins 1. Donc là on retrouve PMK moins effectivement RT plus delta. Donc on aura ceci. Donc alpha AKT alpha moins 1 égale RT plus delta. Ok. Donc ce que l'on voit, c'est que, alors, ouais, mon premier résultat ici, on voit que, à l'équilibre, donc, lorsque la firme maximise le profit, la rémunération des facteurs du capital, donc sa rémunération ainsi que du coût de dépréciation, est égale à la productivité marginale du capital. Donc ça, c'est une caractéristique de la CPP, où l'on a des facteurs de production qui sont rémunérés à leur productivité marginale. Donc là, si j'isole vraiment le paramètre, la variable de rémunération du capital, je retrouve ce qu'on avait dans le TD1 déjà, RT qui vaut alpha A KT alpha moins 1 moins delta. Donc là, on a effectivement le premier résultat lié à la maximisation du profit, qui est la rémunération donc, du capital. Donc je vais appeler ça l'équation. Ça, je crois que c'était la 6, il me semble. Donc ça, c'est l'équation 7. Voilà, l'équation 7. Maintenant, seconde implication de la CPP, c'est que, à l'équilibre, le profit est nul. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler le profit et remplacer RT par ce qu'on vient de trouver ici. Et là, avec ça, on va pouvoir trouver la valeur du salaire, le niveau de salaire, lorsque l'entreprise maximise ce profit. Donc là, on aura terminé le problème de maximisation du profit, puisqu'on aura trouvé la valeur du taux d'intérêt et la valeur du salaire, donc à l'équilibre. Ok, voilà, donc je passe à la slide suivante. Donc on a bien 0 égale AKT alpha moins RT plus delta fois KT moins WT. Donc là, on a annulé le profit et on sait surtout que la rémunération du capital, c'est AKT alpha moins 1 fois alpha moins delta. Et ça, c'était l'équation siétaire. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on substitue. On substitue. On va remplacer donc le RT ici par l'expression de l'équation 7. Alors on y va. Ça va faire 0 égale AKT alpha moins, alors je remplace, je mets du coup alors AKT alpha moins 1 alpha moins delta plus delta. Voilà, on est bon, fois KT moins WT. Là c'est bien, on peut simplifier un petit peu le delta, tac tac. On peut multiplier par KT, donc on aura simplement 0 égale AKT alpha moins, alors AKT alpha moins 1 fois KT, et bien ça fait AKT alpha, sauf que si multiplié par alpha, moins WT, et là c'est du tout cuit, on passe le WT à droite, donc on aura simplement WT égale, et si je factorise un petit peu,
1 moins alpha fois donc AKT alpha, et ça fait simplement WT égale 1 moins alpha fois YT. Donc voilà ici la valeur du salaire. Donc on a terminé donc le problème de maximisation du profit de la firme représentative. Voilà, donc seconde étape de la question, c'est trouver, déterminer l'équilibre concurrentiel. Donc je vais basculer dans la next slide. Alors, pour déterminer l'équilibre concurrentiel, il y a trois, on va dire, étapes principales. Donc il est caractérisé par trois éléments, l'équilibre concurrentiel. Alors bien sûr, il est ici décentralisé, d'accord ? Alors le premier élément, c'est que les facteurs de production, leur prix est donc à l'équilibre concurrentiel. Donc c'est-à-dire que le salaire est à son niveau de productivité marginale du travail et le capital est à son niveau de productivité marginale du capital. Donc ça, c'est simplement les équations 7 et 8. Celle du prix du capital et celle du prix du travail, donc le salaire. Le second élément, c'est la dynamique des variables endogènes. Donc je vais commencer seconde ligne par la dynamique effectivement donc du capital. Donc il faut que la dynamique du capital soit donnée avec ces prix de l'équilibre concurrentiel. D'accord ? Donc dynamique du capital avec les prix, on va dire, concurrentiels. Donc c'est l'équation 9. Et la troisième étape, vous l'aurez deviné, c'est la même chose, sauf que ça va être avec le travail. Ah, du travail. Pardon. Je suis encore en macro. De la consommation, pardon. Donc la seconde variable endogène, c'est la consommation. De la consommation avec idem les prix concurrentiels. Donc ça va être l'équation 10. Donc 7 et 8, on les a précédemment. Donc il manque maintenant l'équation numéro 9. Alors, au niveau du capital, il y a une chose qu'on avait assumée, c'était que, lorsque le consommateur maximisait son utilité, donc il épargnait, mais cela n'était pas transformé directement en investissement. Donc là, on va rétablir cette égalité, S égale I égale S. Donc on va dire que, l'épargne en T correspond à l'investissement en T. Donc même si ici j'ai plutôt mis S égale I. Voilà. Ok, donc on va supposer ça. Et donc suite à cela, on va changer la contrainte budgétaire du consommateur. Donc on va remplacer tous les A par des K. D'accord ? Donc on va passer de A point à K point. Donc si je fais cela, j'aurai K point égale, K point c'est quoi? C'est effectivement donc le revenu, moins la consommation. Donc c'est K point, c'était, le revenu c'était quoi? C'est d'abord le salaire, plus vos revenus du capital, moins ce que vous consommez avec effectivement ce prix de la TVA. Ok, donc voilà ici pour donc cette contrainte budgétaire modifiée. Donc j'ai changé le A point par du K point et le AT par du KT. Ok, donc voilà ici premier élément. Ensuite donc il faut remplacer le salaire et le taux d'intérêt par leur valeur à l'équilibre concurrentiel. Donc c'est-à-dire que j'aurai simplement ici K point, donc ça ne bouge pas. WT c'est
1 moins alpha fois YT. Okay. Et alors RT c'est quoi? RT donc c'est alors on a trouvé ceci. Alpha AKT alpha moins 1 moins delta fois donc multiplié par KT, au lieu de AT, moins effectivement la consommation. Si je développe, évidemment ça je touche pas pour l'instant, alors si je développe ceci, eh bien je vais multiplier KT alpha moins 1 avec KT. Donc j'aurai KT puissance alpha. Donc j'aurai, alors ça va faire alpha à KT puissance alpha moins ce delta fois KT moins 1 plus taux fois CT. Et là, vous voyez, vous savez que ceci, ça correspond à YT. D'accord? J'aurai K point égale 1 moins alpha YT plus alpha pour le coup donc YT moins delta KT moins 1 plus taux fois CT. Et là, j'en ai terminé avec l'équation 9, puisque j'aurai K point qui est égal à alors 1 moins alpha YT plus alpha YT. Ça fait 1 fois YT. Donc j'ai YT moins delta KT moins 1 plus taux fois CT. Et là, ça y est. Donc là, vous voyez qu'on retrouve la contrainte budgétaire de l'exercice 1. Bon, effectivement, il y a une taxation ici qui est là, mais on retrouve ce qu'on avait lorsque le ménage était à la fois consommateur et producteur. Donc quand c'était ce cas-là, il y avait automatiquement l'équilibre concurrentiel qui était, si vous voulez, implicitement réalisé. Là maintenant, on a prouvé que même dans le cas donc, décentralisé, où j'ai ménage puis entreprise, eh bien je retrouve ceci. Alors précédemment, l'exercice 1, c'est aussi du décentralisé, parce que l'État ne prend pas la décision pour tout le monde. Mais je retrouve du moins ici mon équation où on avait entreprise et ménage qui était une seule chose. Voilà. Donc voilà ici mon équation 9. Voilà qui est fait. Il ne manque plus que l'équation 10. Alors je vais essayer de la faire. J'ai pas envie de changer de slide parce que c'est assez court. Donc ça on va dire que c'est l'équation. Voilà, l'équation 9. C'est ça. Donc la 10, je vais la faire. Oula. Donc la capitale, c'est bon. Hein. Consommation, je vais le faire juste en dessous. Là. Alors, on passe s'embêter. Alors, la dynamique de la consommation, on l'a avec l'équation de l'heure. On l'a trouvé, c'était C point sur CT égale donc sigma fois RT moins ρ. Donc là, bah, c'est détente. Il faut juste remplacer le RT par sa valeur, ici, qu'on a trouvé dans l'équation 7. Ok, donc on remplace, tranquille. Hein. C'est pas dur. Donc on aura pour le coup C point sur CT égale sigma. Alors RT c'est quoi? Eh bien c'était c'était alpha A KT alpha moins 1 moins delta moins P. Voilà. Fini. Donc là on a la dynamique de la seconde valeur endogène qui est la consommation avec cette fois donc les prix concurrentiels qui permettent effectivement d'arriver à l'équilibre de l'économie. Et voilà. Donc vous voyez qu'on retrouve effectivement cette fois nettement cette PMKI. Ok, voilà. Donc j'en ai terminé avec l'équilibre concurrentiel décentralisé.
c'est terminé. Sur l'aspect algébrique, puisque la... ah oui, alors j'oublie encore deux petites choses. Il y a deux, on va dire, conditions qui sont valables dans l'équilibre décentralisé. On suppose que l'on démarre, rappelez-vous, avec donc un niveau de capital initial qui est non négatif. Et on suppose aussi que la condition de transversalité est respectée. Donc, on passe de la condition de richesse finale du ménage à la condition de transversalité. Donc, on remplace les A par des K. Ok, donc on a la limite donc, du stock, non plus d'actifs, mais de capital, et bien lorsqu'il est actualisé à l'infini, à la fin des temps. Donc en fait on a ça. Voilà. Et ceci est égal à 0. Donc là je vous renvoie à la condition de transversalité que l'on a faite dans l'exercice 1 de ce TD. Donc on a effectivement cette condition qui est respectée aussi. Ok, voilà. Pour l'équilibre concurrentiel, c'est terminé. Donc rajoutez cette condition de transversalité en plus. Ici la condition de positivité. Du niveau de capital initial. Donc il faut juste transformer les A par des K en fait. Tel initial. Voilà, bon, c'est un peu chargé, mais bon, tout rentre. Bien, donc je passe à la question 6 qui correspond à l'aspect graphique, donc le diagramme de phase. Alors dans la question 6, il faut d'abord trouver effectivement le niveau à l'état stationnaire des deux variables endogènes qui sont la consommation et le capital. Alors si je commence par donc à l'ES, d'accord, vous savez que effectivement les deux sont stables. Donc à l'ES, on l'a déjà vu la dernière fois, mais il y a effectivement une croissance de la consommation qui va être nulle et une croissance du capital qui va être elle aussi nulle. Alors je dis croissance, ici c'est pas un taux de croissance, mais bon, c'est K point quoi. Donc les deux sont stables à l'état stationnaire. Donc si je commence par considérer, alors je peux faire la consommation. Donc vous dites simplement que à l'ES, la consommation par tête, ici on a du solo 100 progrès technique, d'accord, donc vous savez que par tête, les variables sont stables, donc on aura ceci, égale 0. Alors ces points sur ces t dont je l'ai, c'est simplement sigma fois, alors alpha fois a fois donc k puissance alpha moins 1 moins delta moins rho, et ça c'est égal à 0. Vous savez que sigma est un paramètre, du moins on suppose, qui va être positif. Donc on peut, ciao, s'en débarrasser. Chose que je n'ai pas faite, et que j'aurais dû faire dès le début. Vu qu'ici on a l'état stationnaire de la consommation, le SCE, être sur le SCE, sur la santé de croissance équilibrée, ça suppose aussi que le capital est lui aussi stable. Donc on n'aura en fait pas K, mais K étoile. Donc là, il n'y a plus qu'à isoler ce K étoile. Donc j'aurai alpha A K étoile puissance donc alpha moins 1 égale donc delta plus rho. Et là, bon, donc on aura K étoile à la puissance alpha moins 1 égale delta plus rho sur alpha A. Donc là, simplement, j'aurai K étoile qui vaut alpha A sur delta plus rho à la puissance 1 sur 1 moins alpha. Je switch. Ok, voilà ici. Pour l'équation, alors je suis un peu perdu, là c'est la 11. C'est donc là j'ai le niveau de capital à l'état stationnaire. Donc vous voyez que c'est la même chose que ce qu'on avait dans l'exercice 1. C'est pareil. Maintenant, pour le second aspect de l'état stationnaire, c'est lorsque l'on a le capital K point qui n'augmente plus. Donc j'aurai, alors K point c'est quoi? Alors K point c'est
Alors, il faut reprendre l'équation pour le coup, c'est l'équation 9. Ok, donc là je suis parti en fait ici, j'ai pas dit, mais je suis parti de l'équation 10. D'accord. Là je vais partir de l'équation 9. Alors, donc j'aurai du coup 0 égale A, donc K étoile, à la puissance alpha, moins delta K étoile, moins 1 plus tau fois du coup C étoile. Donc ici je suis sur le SCE, tout est stationnaire. Donc là l'idée ça va être de trouver, vous l'avez compris, le C étoile. Donc, C étoile, ça vaut quoi? Ça vaut, eh bien, AK étoile à la puissance alpha moins delta K étoile. Donc là on va juste, eh bien, remplacer ces K étoiles par ce qu'on a trouvé dans l'équation 11. D'accord? Donc on met simplement 11 dans 9. Et j'aurai pour le coup, donc C étoile qui vaut A, à fois K étoile alpha. Donc toute cette parenthèse à la puissance alpha. Je ne sais pas que je me bourre là, ça fait alpha 1 alpha. Voilà, moins delta K étoile. K étoile, il est, je le réécris, voilà. Donc puissance 1 sur 1 moins alpha. Ça c'est bon. On factorise par le facteur qui est le plus commun, le plus petit, c'est celui-là. Donc j'aurai C étoile qui vaut bien alpha A sur delta plus rho à la puissance, alors alpha sur 1 moins alpha. Donc ici j'aurai A moins delta fois tout cela, mais ça va être à la puissance 1. Pourquoi 1? Parce qu'en fait, quand j'ai factorisé, j'ai soustrait à cette puissance-là, en fait, j'ai fait 1 sur 1 moins alpha, moins donc le facteur commun, qui est à la puissance alpha sur 1 moins alpha. Donc ça fait 1 moins alpha sur 1 moins alpha, qui fait effectivement 1. Et là, ben voilà, c'est gagné. C'est gagné. Ah oui, j'ai oublié un truc depuis le début. J'ai oublié ce 1 plus taux. Vous voyez, j'ai copié un petit peu vite. Non. 1 plus taux. Donc là, j'ai encore ce 1 plus taux. Voilà, on y est. Et là, je vais simplement ici diviser par 1 sur 1 plus taux. Donc ça fait C étoile égale 1 sur 1 plus taux. Donc à la fois tout ce qui reste. Et c'est bien ça. Donc j'aurai effectivement, ajouter une grande parenthèse. Vous voyez, en fait, ce qu'on retrouve, hein, c'est hyper proche de ce qu'on avait dans l'exercice 1. Sauf qu'il y a la taxation en plus qui apparaît ici. Voilà. Donc là, je marque tout bien. Ça, on est bien au clair. Voilà. Ici, donc, pour la valeur de la consommation à l'état stationnaire. Donc, c'est l'équation 12. Donc, voilà. Donc, ce qui va manquer maintenant, ça va être simplement le diagramme de phase. Et on aura terminé avec cet équilibre décentralisé. Je passe maintenant à la représentation des dynamiques transitoires. Alors, avec le diagramme de phase, qui a donc deux axes qui sont les suivants. Alors, un pour le capital, un pour la consommation. On reprend les deux équations dynamiques. Donc c'était K point égale A kt puissance alpha moins delta kt moins 1 plus t fois ct. C'est la dynamique du capital. Et la dynamique de la consommation, c'est l'équation de l'heure avec les prix
des facteurs de production à leur niveau concurrentiel, donc ça va être sigma fois donc alpha A kt alpha moins 1 moins delta moins ρ. Voilà. Alors l'étape 1, ça va être de représenter tous les points dits stationnaires. Donc tous les points k point égale 0 et c point sur ct égale 0. Ok. Alors si je commence par cela, lorsque j'égalise ces points sur ct à 0, donc j'aurai 0 égale eh bien, sigma fois alpha a kt alpha moins 1 moins delta moins ρ. Donc j'aboutis en fait à la valeur de mon capital à l'état stationnaire. Hein, okay. Donc algébriquement j'ai ceci, et donc graphiquement ça correspond à une droite verticale où j'aurai l'interception avec le niveau k étoile. Donc je mets un truc au pif, forcément mal fait, ça me plaît pas. Parce que c'est pas évident du tout. Je me concentre. Désolé. Bon. Là, je vais le reprendre, c'est possible. J'y arrive pas. Alors attendez, je fais un petit truc. Je vais faire plus droit. Comme ça. Hop là, donc si... Je crois que j'ai un souci avec la tablette en fait. Hein. Bon, on va dire que c'est bon. Là, c'est les points C point égale 0. Désolé pour tout ça. Maintenant, pour les points K point égale 0. Donc, j'aurai quoi? J'aurai, eh bien, 0 égale... Alors, AK étoile alpha moins delta K étoile moins 1 plus taux C étoile. Donc là, je suis dans le repère C en ordonnée K en abscisse. Donc je vais isoler C pour l'exprimer en fonction de K. J'aurai C étoile qui vaut, alors pour le coup, c'est 1 sur 1 plus taux, ok, fois donc, alors, AK étoile alpha moins delta K étoile. Donc là, donc vous savez que c'est comme la dernière fois, donc ceci va être croissant et concave, d'accord, alors que cela va être décroissant et linéaire. Donc en fait, les points ici, donc K point égale 0, c'est cette sorte de courbe en cloche comme ça, que j'ai faite en rouge. Okay, donc on aura un truc un peu comme ça. Voilà. Ok, donc voilà ici pour l'étape 1 qui est la plus longue. Pour l'étape 2, donc ça va être ces dynamiques transitoires, d'accord, dynamique transitoire. Alors, donc si je considère l'équation, eh bien, alors si je m'intéresse d'abord à la dynamique de la consommation, qui est ici. Lorsque le capital est au-dessus de son état stationnaire, donc lorsque K est plus grand que K étoile, qui est ici, je vous rappelle, eh bien la PMK sera trop faible, et donc on aura une consommation, ceci va être trop faible, la consommation va varier à un taux négatif, donc elle va baisser. Au contraire, quand le capital est en dessous de son état stationnaire, la PMK sera suffisante pour compenser les forces négatives ici, donc j'aurai une consommation qui va augmenter lorsque K est plus petit que K étoile. Donc, lorsque K est en dessous de K étoile, j'ai une hausse de la consommation. Et lorsque K est plus grand que K étoile, j'ai une baisse de la consommation. J'ai un souci, c'est pas droit, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Ok, voilà ici au niveau donc du
C points sur CT. Donc ça, on a traité. Ça, c'est bon. Maintenant, pour cette équation-là, donc vous voyez, ici, donc j'exprimais... Alors, je vais quand même la reprendre. Je vais la reprendre. Donc j'ai K point qui vaut... Alors, à KT, donc alpha moins delta KT moins 1 plus tau fois CT. Vous voyez ici que eh bien, le niveau de la consommation donc, est néfaste à la dynamique d'accumulation du capital. Il y a ce signe moins devant ici. Okay, donc ça indique que lorsque la consommation est trop élevée, j'ai une variation du capital qui est négative. Pourquoi? Parce que les gens consomment trop, donc ils n'épargnent pas assez, donc il n'y a pas d'investissement, pas assez de. D'accord? Voilà la logique économique, vraiment. Alors si je retranscris ça sur le graphe, donc j'ai mes 4 zones ici, donc voilà, vous voyez, au niveau du nord ici, je suis à un niveau de consommation élevé, au sud, c'est des niveaux de consommation qui sont bas. Donc lorsque la consommation est élevée, j'ai une croissance du capital qui est négative. Donc lorsque mon C est élevé, mon K diminue. Donc se dirige, eh bien, vous voyez, c'est pas droit du tout, je suis désolé, mais bon, se dirige eh bien, vers la gauche, il diminue. Par contre, lorsque C est faible, donc j'ai effectivement une hausse du capital. Ok? Bon, ça j'ai vraiment dit ça la dernière fois, donc je vais un peu plus vite là-dessus. Et donc l'étape 3, c'est effectivement bien de faire apparaître eh bien, le bras stable, le sentier sel. Donc, dans quelle zone j'arrive vers, ici, mon état stationnaire du SCE. SCE, pourquoi? Parce que j'ai à la fois, effectivement, une stagnation du capital, mais aussi, ici, mon état stationnaire de la consommation. Eh bien, il y a 2 zones qui répondent à ce critère-là. C'est bien celle-là, ici, d'accord, sud-ouest, et une nouvelle fois, nord-est. Donc, dans ces zones ici, je vais converger vers ce point du SCE. Ok, voilà. Un petit élément, je pense que je peux vous l'expliquer. Pourquoi on ne croise pas ici au point de la consommation maximale, ce C or? Alors je vous rappelle que donc le niveau C or donc, est atteint lorsque K est égal à K or, et on a cette condition graphique. Dans ce lot, on avait en fait f' de K or, donc qui est égal à eh bien, n plus delta. Si vous voulez. On avait ça. D'accord? Ici, avec Ramsey, donc si je prends ma consommation, donc ceci, ça correspond effectivement à f' de K. Okay, c'est la productivité marginale du capital. Lorsque je suis à mon état stationnaire de la consommation, lorsque C point sur CT est égal à 0, j'ai en fait 0 égale f' de K moins delta moins ρ. Alors je vais supposer aussi, pardon, qu'il y a moins n, en supposant que la croissance démographique est positive. Ça n'est pas, comment dire, nulle. D'accord? Parce qu'ici elle est nulle. Le n est égal à 0. Alors si vous voulez ce que je fais, je vais harmoniser, je vais dire ici que dans la règle traditionnelle, on a un n qui est aussi égal à 0. Voilà. On va dire ça comme ça, c'est plus simple, plus clair. Donc ici, si j'isole, j'aurai eh bien f' de K, donc K étoile, hein, de l'état stationnaire, qui est égal à delta plus ρ. Okay, donc ce que vous voyez ici, c'est que eh bien, la PMK de l'état stationnaire correspond à un niveau plus élevé que la PMK du niveau capital K or, parce que delta plus ρ, c'est plus grand que delta tout seul. D'accord? Ce qui veut dire en fait que chez Ramsey, on a un K étoile qui va être plus petit que le K or. Le K or qui est
par ici. Okay, donc, chez Ramsel, l'état stationnaire, à cause de ce paramètre de préférence pour le présent, eh bien, fait en sorte qu'on n'est pas au niveau K1. Donc la consommation, cette étoile n'est pas maximisée. Voilà ici pour le petit plus par rapport à la dernière fois. Donc on a terminé ici l'équilibre décentralisé. C'en est terminé. Voilà. Donc next step, ça va être l'équilibre centralisé où il y aura l'État qui va décider pour tout le monde. Voilà. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Voilà. Alors au niveau de ces questions liées au modèle de Solow. Pour la première, donc on vous dit sur le SCE du modèle de Solow avec progrès technique, donc vous avez un G de A qui va être ici positif, et une croissance démographique strictement positive, donc il y a aussi un N qui est positif. Le stock de capital par tête augmente au même taux, donc là c'est le G de petit k. On est sur le SCE. Donc SCE, ça implique déjà que les variables par tête augmentent au même taux. Donc consommation, revenu, capital. Voilà. Ensuite, à quel taux? Eh bien ici c'est Solow avec progrès technique, donc ces variables par tête augmentent au taux G de A sur le SCE. Donc c'est le stock de progrès technique. Voilà. Question la suivante, le vrai faux là juste à droite. Alors Jacob Douglas avec deux facteurs de production qui ont donc ici des sommes d'élasticité strictement inférieures à 1, ça implique bien que l'on a déjà des rendements d'échelle qui sont décroissants et des rendements marginaux décroissants. Donc c'est les caractéristiques d'une fonction de production néoclassique, donc ceci est vrai. Dans le modèle de Solow sans progrès technique, une hausse de la croissance démographique génère donc une hausse de n. Et ici il y a un G de A qui va être égal à 0. Alors une hausse de croissance du capital par tête sur le SCE. Par tête, ça ne bouge pas. Dans du Solow sans progrès technique. Donc la A n'est pas bonne. La B, une hausse de croissance du capital agrégé sur le SCE. Sur le SCE, donc les variables agrégées augmentent au taux n. Donc ceci est correct. Une baisse du niveau de capital par tête à l'état stationnaire, c'est vrai aussi. Une baisse de la croissance du capital par tête sur le SCE. Non, la croissance du capital par tête est stable à 0%. Dernière question ici. Dans du Solow avec progrès technique, donc un G de A qui est positif, une hausse de d'épargne de l'économie génère. Donc une hausse du capital par tête à l'état stationnaire, oui. Une hausse de croissance transitoire du capital agrégé, oui, parce que ça augmente la croissance transitoire du capital par tête, donc agrégé aussi. Une hausse de la consommation par tête à l'état stationnaire, mais ça dépend, si on est à S or ou pas, donc là c'est non. Une hausse du taux de croissance du capital par tête sur le SCE. Sur le SCE, le capital par tête, dans du Solow avec progrès technique, augmente au taux G de A, donc pas de lien avec S. Donc ici, les bonnes réponses sont A et B. Alors voilà, oula. Bon, je pense que c'est ça. 3 autres questions. Alors, question ici. La première, alors dans le modèle de Solow sans progrès technique, donc j'ai un G de A qui vaut eh bien 0. Une hausse de taux de dépréciation sur le capital, donc une hausse de delta, génère quoi? Une hausse de croissance du capital agrégé à l'état stationnaire? Non, parce que la croissance du capital agrégé à l'état stationnaire ne dépend pas de delta. Une baisse transitoire du taux de croissance du capital agrégé? Oui, parce que le capital par tête, K point, va augmenter moins vite. Et la C aussi, parce que K étoile dépend de delta de manière négative. Question juste en dessous. Sur le SCE du modèle de Solow, sans progrès technique, donc G de A égale 0, avec une force de travail normalisée à 1, donc on aura bien un N qui va être lui aussi nul, tout est égal à 1. Le stock de capital agrégé augmente au même taux que, donc le G de grand K augmente au même taux que. On est sur le SCE, donc ça suppose que les variables agrégées augmentent au même taux.
Donc c'est sûr qu'il y aura le revenu agrégé, ça c'est sûr. Et ici, donc G de grand K, donc dans du solo sans progrès technique, c'est égal à eh bien, N sur le SCE, c'est-à-dire 0. Donc G de grand K va être stable. Tout comme du coup les variables par tête qui, elles aussi, seront stables sur le SCE. Donc on aura aussi le revenu par tête et donc aussi la population qui est normalisée à 1, donc il reste à 1 quoi. Voilà, donc on a effectivement ici ces 3 bonnes réponses. Troisième question, un gouvernement voulant maximiser la consommation par tête de son économie, ok, et privilégiant la dimension de court terme, cherchera à augmenter son taux d'épargne d'état stationnaire, SES, si, alors ici on a SES qui est plus petit que SOR, c'est-à-dire que on a une consommation d'état stationnaire qui est plus petite que SOR. Donc il faut augmenter S pour augmenter la consommation, mais à long terme. Pour arriver au niveau C étoile OR, si vous voulez. Problème, si on augmente S, ok, à long terme ça va marcher, mais à court terme, là, il y aura l'effet direct qui va du moins l'emporter. Donc on aura une baisse de la consommation, chose que l'on veut éviter. Donc ça va être ici faux. Voilà. Question suivante, un gouvernement voulant maximiser la consommation par tête de son économie et privilégiant la dimension de long terme cherchera à augmenter son taux d'épargne d'état stationnaire si SES est inférieur à SOR. Dans ce cas-là, c'est effectivement vrai, parce que si SES est inférieur à SOR, ça veut dire que notre taux d'épargne de l'état stationnaire actuellement est inférieur au taux d'épargne d'or. Donc la consommation en découle. On a ceci. Donc il faut augmenter le taux d'épargne pour maximiser la consommation par tête. La question de droite, c'est la même chose, sauf que l'on a un taux d'épargne de l'état stationnaire qui va être plus grand que SOR, ce qui indique que eh bien, on épargne trop. Ok, donc on a donc ici un CES qui va être plus petit que COR aussi. Le problème, si vous augmentez CES, vous épargnez encore trop. Donc ça va faire baisser une nouvelle fois là, le niveau de consommation. Donc il faut éviter cela. Donc ici, ça va être pour le coup faux. Voilà. Alors pour Ramsey. Donc, dans le modèle de Ramsey standard décentralisé, l'épargne des ménages devient endogène, oui, et est entièrement déterminée par la préférence individuelle. Alors, non pas que. Donc l'épargne des ménages dépend effectivement de la dynamique de consommation, qui va être endogénéisée. Ça dépend du paramètre ρ, okay, mais aussi de PMK. Okay, parce que dans l'équation de Euler, on a bien PMK, voilà, etc., moins ce qu'il en suit. Donc, pas entièrement, partiellement. Donc c'est faux. Alors, dans le modèle de Solow à la Ramsey standard, bon, c'est comme Ramsey standard, une hausse du stock de capital par tête est associée à une baisse de croissance de la consommation par tête. Donc si on a une hausse de K, est-ce qu'on a une baisse de C points sur C? Eh bien oui, parce que une hausse de K fait baisser PMK. Donc ceci est vrai. L'équation d'Euler et la dynamique de la variable de commande, oui. Une équation qui décrit le comportement du ménage suite à la maximisation de son utilité, oui. Suffisante pour déterminer l'état stationnaire de l'économie, non. Il faut aussi trouver eh bien, le K point. Et la dynamique de la variable d'état, non. Donc ici c'est A et B. Quatrième question, dans le modèle de Ramsey standard, une baisse du taux de préférence pour le présent de l'économie, donc une baisse de ρ, augmente le stock de capital par tête à long terme. Donc oui, ça augmente le K étoile. Tout à fait. Augmente la croissance de long terme de la consommation par tête. Non, la consommation par tête ne dépend pas à long terme, sa dynamique ne dépend pas du tout de ρ.
même la consommation par tête est stable, donc c'est 0. Augmente la croissance transitoire de la consommation agrégée. Effectivement, oui, parce que ça augmente la croissance transitoire de la consommation par tête, non mécaniquement de la consommation agrégée. Et donc le D, je le dis aussi. Alors ici, à l'inverse du modèle de Solow standard, la croissance économique du modèle de Ramsey standard est contrainte par la productivité marginale du capital. Oui, elle est contrainte, mais comme dans Solow, et pas à l'inverse. Donc c'est faux. Dans le modèle de Ramsey standard, le comportement des ménages détermine, du moins en partie, la technologie de production. Pas du tout. Y ne dépend pas du tout de la préférence pour le présent du ménage. Troisième question ici. Dans le modèle de Ramsey standard, une économie débutant avec un stock de capital par tête initiale et un niveau de consommation par tête initiale hors du bras stable connaîtra forcément une trajectoire explosive. Oui. Et dans le modèle de Ramsey standard, la PMK affecte la dynamique de long terme de l'économie. Non. Les taux de croissance de long terme de l'économie ne dépendent pas de PMK. Ça affecte le comportement des ménages. Oui, parce que ça va affecter l'équation de l'heure, donc le comportement de consommation des ménages. Affecte la dynamique de transition de l'économie, ça oui, qui va dépendre de PMK. Affecte les préférences des ménages, ça non. Ça non. Voilà, pour ces 4 questions. Alors, dans le modèle de Ramsey standard, une hausse du paramètre d'élasticité du capital, donc le alpha, dans la fonction de production, diminue le taux de croissance transitoire de la consommation par tête. Non, ça l'augmente. N'a aucun impact sur le taux de croissance transitoire. La B non plus. La C augmente le niveau de capital par tête à l'état stationnaire. Alors, si on regarde le cas étoile, alpha est au numérateur, donc oui, est favorable à la dynamique du capital par tête. Aussi parce que K point, c'est F de T moins c'était moins delta KT. D'accord, et ceci c'est A KT alpha. Donc une hausse de alpha est bénéfique. Question 2, dans le modèle de Ramsey standard, la fonction d'utilité est toujours caractérisée par de la concavité. Oui, c'est le cas, parce que ça permet de vérifier la condition de transversalité. Voilà. Qui assure que le problème d'optimisation peut être résolu. Voilà donc pour les questions liées à Ramsey. Alors voilà ici 2 énoncés de 2 questions ouvertes, donc je vais rapidement dire les notions ou la notion principale que j'attendais dans vos réponses. Alors pour la première question ici, donc c'est la fable de La Fontaine, Cigale et la fourmi. En quoi cet extrait remet en question la dynamique de la consommation d'une économie à la Ramsey? Donc là ce qu'il faut faire, c'est indiquer que eh bien, C points sur C, eh bien ça dépend de donc ρ, qui est la préférence pour le présent. Okay, c'est l'apport principal de Ramsey. Et ce que Ramsey suppose, c'est qu'on a un ménage qui est représentatif, unique et représentatif. Donc il y a un seul ρ pour toute l'économie. Alors que, donc, qui est une dynamique de consommation unique. Alors qu'en vérité, effectivement, dans une société, il y a plusieurs types de ménages. Ici, donc, il y a des cigales qui ont un ρ qui va être faible et des fourmis qui ont un ρ qui va être élevé. Donc, il y a une hétérogénéité des dynamiques de consommation, donc une limite à explication du modèle de Ramsey. Voilà ici pour la première question. Pour la seconde question, donc c'est ce qu'on appelle un éléphant blanc. Donc cette expression, en gros, c'est un projet d'infrastructure qui a échoué. Donc les pays occidentaux ont donné des centaines de milliards d'euros à l'Afrique en financé sous forme d'aide au développement. Et donc il y a des projets qui ont existé et où on voulait vraiment industrialiser l'Afrique un peu à marche forcée. Et donc on a construit des usines, des centres commerciaux, etc. Mais en fait, ça n'a pas marché. Donc, et c'est devenu, donc à un moment donné, ça s'est surnommé un éléphant blanc. Bon.
Voilà, donc là c'est un exemple ici de projet au Nigeria. C'est ça, c'est dans le Nigeria, voilà. Donc on vous dit voilà qu'il y a effectivement cet investissement, donc qui devait être source de croissance, mais qui échoue en fait. Pourquoi? Parce que eh bien il y a un contexte spécial, notamment ici lié voilà, aux douanes et c'est les douanes, donc c'est les institutions nigériennes, donc c'est les douanes qui ont fait un peu capoter le projet. Et donc c'est vrai que depuis le début des années 2010, le Nigeria a une croissance économique qui est plutôt faible. Et donc en gros, comment Solo pour expliquer ceci? Ben là c'est le concept de convergence conditionnelle qu'il fallait effectivement évoquer. Donc il existe plusieurs états stationnaires. Donc certains états avec stationnaires qui sont bas, d'autres qui sont élevés. Donc Solo fournit l'explication avec le S, N et voilà. C'est les devant paramètres de Solo qui expliquent les différentiels. Mais là ici c'est un autre paramètre que voilà, on a parlé dans l'exercice 3 du TD1 notamment. Donc qui ici correspond à la qualité des institutions du pays, qui ne sont pas encore suffisantes pour arriver à effectivement un état stationnaire qui soit plus élevé, suffisant. Donc comme ceux des pays européens par exemple. Donc ici, voilà ici la notion qu'il fallait aborder. Donc une structure économique, ici liée aux institutions qui eh bien, est plutôt donc pas performante, parce que les douanes ne fonctionnent pas de manière parfaite. Et donc cela contraint la dynamique de convergence du Nigeria vers des niveaux plus élevés. Et donc c'est le concept de convergence conditionnelle. Voilà ici pour cette question 2, ce que j'attendais principalement. Alors les deux autres questions, donc le texte numéro 3, celui-ci, donc c'est l'économie nazie. Alors, il faut le savoir, hein, l'économie nazie, donc du Troisième Reich, avant la guerre mondiale, eh bien, était florissante, avec une croissance économique très élevée. Alors, il y avait un vaste système, donc il y a un documentaire Arte que je vous recommande sur ce sujet-là. C'est ça qui m'a inspiré en fait pour cet exercice. Alors, on vous dit quoi? On vous dit effectivement que eh bien, ce qui s'est passé dans le Reich, donc croissance économique très élevée, voilà, donc hausse du PIB de 75% en 7 ans, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qui a drivé cette croissance? C'est l'armement. Donc ici, vous voyez, on a un secteur de l'armement qui a quadruplé dans le PIB. Et comment on a financé cela? Avec une épargne forcée, imposée aux ménagers. C'est là le terme clé. Donc on a eu une épargne forcée, donc une hausse de S, transformée illico en investissement, donc en K point, et le K point, le capital en question, c'est le capital militaire, qui fait augmenter le Y. Donc ici, il faut évoquer cela. Donc l'effet positif et transitoire. Donc déjà l'effet positif de l'épargne. Donc ici, donc Hitler en fait a provoqué une hausse du taux d'épargne, on va dire mécanique, de l'économie. Donc il y a une accumulation du capital, certes militaire mais du capital, qui a permis donc d'augmenter effectivement, et bien simplement la dynamique de croissance, ok, du PIB. Alors c'est ce que j'attendais principalement. Si vous avez parlé de l'état stationnaire, effet positif et transitoire, j'accepte aussi. Hein. Dans tous les cas, il y a une hausse du capital qui provient d'une hausse de l'épargne forcée. Voilà. Question numéro 4. Donc vous avez ici alors les taux d'épargne brut des ménages en 2018. Donc c'est les petits S de Solo. Vous voyez qu'aux US il a 8%, en France quasiment 9% et au Royaume-Uni 0,3%. Donc ici, voilà. Alors Solo, comment il explique ceci? En supposant que l'on est à l'état stationnaire. Ben, si on est à l'ES, ça veut dire que le K étoile de la France, il est supérieur au K étoile des US. Enfin, en supposant que N soit égal, bon, j'accepte si c'est équivalent, mais par contre, ça serait beaucoup plus grand pardon, que le K étoile du UK, parce qu'ils sont seulement à 0,3 d'épargne. D'accord, donc Solo dirait, bon, ben, si on se réfère au modèle de Solo stricto sensu, en supposant une croissance démographique voilà, qui soit similaire, hein, et des paramètres de dépréciation qui soient similaires,
ben, on aurait cette inégalité. Alors que dans les faits, effectivement, les trois ES sont grosso modo les mêmes, avec, c'est vrai, les US sont un peu au-dessus, 20-25% au-dessus, mais les deux autres sont à peu près au même niveau. Ok. Donc Solo, eh bien, ce qu'il fallait dire ici, c'était Solo prévoit cela, mais dans les faits, c'est plus compliqué. Voilà, on a un taux d'épargne, certes qui varie beaucoup, mais dans les faits, les US sont plus rapprochés. Et donc, il y a d'autres paramètres structurels qui expliquent eh bien, l'état stationnaire. Donc là, vous pouvez même parler de convergence conditionnelle éventuellement. Voilà. Mais c'est ce que j'attendais ici dans la question principalement, c'est ça. Alors le texte à gauche fait référence donc à la Corée du Sud, qui était le pays le plus pauvre du monde au milieu des années 50. On vous dit qu'il y avait une fécondité qui était très élevée, donc un N ici qui était égal à 3% par an, ce qui est énorme. Et là, il y a une politique du planning familial qui va effectivement faire diminuer ce taux de natalité. Donc la fécondité va passer de 4,5 enfants par femme en 70 à seulement 2 en 88. Donc ici, il y a une baisse importante de N. Ensuite, on vous dit que effectivement, il y a donc des plans quinquennaux et donc, un investissement massif dans la R&D, dans l'industrie de pointe, et ça a mené notamment à Samsung, qui pèse aujourd'hui 17% du PIB coréen. Donc il y a une hausse importante de G2A à partir des années 80. Donc que dit Solo à propos de cela? Solo dit qu'effectivement ceci, la baisse de N permet d'augmenter le niveau de capital par tête à l'état stationnaire, donc un enrichissement bien des Coréens, donc de l'économie. Par contre, la hausse de G2A, Solo dit que ceci est exogène, c'est le résidu. Donc que bien Solo va expliquer le fait que les investissements du gouvernement augmentent ce G2A. Voilà en gros ce qu'il fallait en tirer dans ce texte ici à gauche. Dernière question ouverte, donc c'est l'évolution démographique du Japon. Donc 128 millions d'habitants en 2007, 50 millions en 2100. Donc en vous basant sur la fonction de production à la Solo avec progrès technique, avec travail efficace, décrivez les effets du phénomène décrit ci-dessus sur le PIB japonais au cours du XXIe siècle. Donc s'il y a du Solo avec du travail efficace, le PIB vaut la chose suivante. Donc ici on vous dit qu'il y a donc un effondrement de la population, donc il y a un N qui va être très négatif, donc une baisse importante du travail, donc ce qui impliquerait qu'il y ait une baisse importante du PIB japonais. Cependant, tout va dépendre bien, de la manière dont le Japon gère bien, son niveau de progrès technique. Donc on stocke d'abord technique et ensuite le progrès technique, donc le G2A. D'accord, donc ici, que sera G2A? Donc il y aura une baisse du PIB si on a effectivement un G2A qui va être inférieur par rapport à N en valeur absolue, et un G2A qui va être une hausse du PIB si le G2A compense le déclin démographique. Voilà ici l'enjeu, mais Solo dit effectivement qu'il ne peut pas trop expliquer ça parce que G2A reste exogène. Bon, ça c'est un point de détail, mais vraiment ce qu'il fallait souligner, c'est cela.